Bien, bonjour. Je vais vous parler de biologie systémique. En principe, je suis immunologiste. Les immunologistes sont des gens plutôt bizarres, à mon avis plutôt plus que les neurobiologistes, et probablement parce qu'ils sont exposés à la question de la complexité de plein fouet. Alors, les immunologistes, au départ, se sont enfermés dans un langage absolument incompréhensible, auquel eux-mêmes d'ailleurs ne comprenaient pas grand-chose. Ils ont été bousculés par la biologie moléculaire, qui a remis un peu d'ordre dans la discipline. Et puis, la question de la complexité, elle est là. Je vais essayer d'en parler à propos de parler de biologie systémique en faisant abstraction du langage immunologique et j'espère pouvoir être compréhensible. L'une évidemment des grandes découvertes du système immunitaire, c'est qu'au fond, le système est en activité permanente. La physiologie n'est pas le repos, la physiologie est une activité convenablement réglée. Et c'est un point qui est tout à fait important parce que la question de la complexité ne se pose pas uniquement et même pas seulement du tout dans les situations pathologiques, elle est perpétuelle. Alors, je vais commencer maintenant par essayer de vous dire ce que je vois de la complexité. Pour moi, la complexité est une d'évolution relativement récente parce que nous avons vécu assez longtemps sous l'emprise intellectuelle de la physique, ce qui est fort bien, mais la physique n'a pas vraiment abordé jusqu'à une époque récente la question de la complexité. Tout simplement parce que si vous prenez un gaz, si vous voulez, un gaz c'est simple. Il y a des milliards de molécules, mais comme les molécules sont les mêmes ou qu'il y a un petit nombre de classes de molécules, un gaz c'est simple et les relations entre les molécules sont simples, donc c'est simple. Et c'est effectivement, ça peut être décrit par les lois de la statistique qui sont relativement simples, donc c'est pas très compliqué. En biologie, la manière dont la complexité est arrivée, c'est tout simplement parce qu'elle est permise par les technologies. C'est aussi bête que ça. Il y a bien sûr énormément de temps que les biologistes s'interrogent sur la diversité, et les immunologistes en particulier. L'expérience a montré que la souris entière comme boîte noire pour questionner la complexité du système immunitaire, ça ne va pas très loin. Et donc, il fallait absolument arriver à décrire les éléments, les relations entre les éléments. Donc, c'est bien l'arrivée des techniques d'acquisition massive de données en parallèle, dont j'ai un tout petit mot, qui a permis, en biologie en tout cas, en immunologie certainement, l'émergence de la complexité. Il y a quelques dates qui peuvent servir de totem. Le séquençage du génome humain en est une, simplement parce que, à partir du moment où, vers 1998, on a eu la séquence totale du génome humain, évidemment, on s'est mis à réfléchir un peu différemment à la notion de gène, le gène n'étant qu'une partie d'un tout et qu'on pouvait essayer de raisonner dans le tout. Ça n'a pas mené si loin que ça, mais c'est quand même une évolution très importante. J'ai l'habitude de distinguer la biologie systématique de la biologie systémique. La biologie systématique, c'est de se dire que dans une situation expérimentale donnée, on acquiert le maximum de données possibles avec les techniques qui sont disponibles. Ce qui veut dire qu'on vise une certaine exhaustivité d'acquisition de données, même quand ces données ne sont pas strictement nécessaires à la question que l'on pose. Là encore, c'est arrivé simplement parce que la technologie le permettait ou l'imposait littéralement. Quand vous prenez une puce sur laquelle il y a tous les gènes de l'homme, et qu'en une seule expérience, vous pouvez acquérir de l'ordre de 50 à 100 000 données qui décrivent l'état de transcription des différents gènes, en fait, ça vous demanderait beaucoup plus de boulot de poser la question spécifique. Donc, tant qu'à faire, ça y va. Et on acquiert des données dont on sait qu'elles ne sont pas toutes utiles, ou on n'en sait rien, donc on les met en réserve. Et bien sûr, ça pose le problème de les conserver sous une forme exploitable par l'expérimentateur lui-même et éventuellement par d'autres. Ce qui amène à un point que je soulignerai plus tard, c'est-à-dire que la recherche dans ce type d'activité est de plus en plus collective. Donc ça, c'est la biologie systématique avec, encore une fois, un développement des bases de données qui est absolument, évidemment, sans précédent.
quelques technologies, vous les connaissez, mais j'en dis quelques mots quand même. Le séquençage de l'ADN, c'est bien connu. Donc maintenant, on nous promet le séquençage d'un génome en quelques minutes. C'est pas bidon, parce qu'aujourd'hui, ça se fait déjà en 2 heures pour 20 000 $ aux États-Unis. Vous pouvez commander sur Internet. Donc voilà, c'est pas. Voilà, ça va se faire dans quelques temps. Dans le domaine des protéines, dans le domaine des puces dont j'ai parlé, vous avez une autre technologie qui est décoiffante, si j'ose dire, c'est le CyTOF, qui est une technologie d'analyse des cellules par spectrométrie de masse, qui est d'un potentiel absolument incroyable. L'imagerie, bien entendu, etc. Donc tout ça génère des données en masse, et avec quelques problèmes qui sont de stockage et d'intégration. Alors, ça amène à quoi ? Ça amène donc à l'analyse de systèmes complexes. Alors, système complexe, définition, j'en ai dit un mot. Il faut, pour qu'un système soit complexe, qu'il soit constitué de nombreux éléments différents, avec entre eux des liens qui sont eux-mêmes différents. Donc c'est complètement différent d'un gaz, d'un gaz simple, comme je l'ai indiqué. Dans ces systèmes complexes, il se passe que, il y a un peu de vocabulaire ici qui est important. Il se passe qu'un certain nombre de propriétés des systèmes, qui évidemment ont l'air simples quand on les regarde, puisqu'on ne voit que l'output, on ne voit que le produit. Il existe un certain nombre de propriétés qu'on dit distribuées parce qu'on ne peut pas les réduire à un petit nombre d'éléments ou de liens. Ça veut dire que vous avez des propriétés qui sont des propriétés de l'ensemble. Bon, et que vous n'arrivez pas à assigner un petit sous-ensemble qui serait l'ensemble pertinent pour décrire et expliquer totalement la propriété. Donc c'est ce qu'on appelle les propriétés distribuées. Et parmi ces propriétés distribuées, il y en a une sur laquelle je vais énormément insister, c'est la notion de la robustesse. La robustesse, c'est à mon avis extrêmement important parce que c'est la propriété d'un système complexe, ou d'un système tout court d'ailleurs, mais d'un système complexe, de fonctionner convenablement, alors que veut dire convenablement, mais de fonctionner convenablement, en dépit, premièrement, des fluctuations internes, et deuxièmement, des fluctuations externes. Les fluctuations externes, ce sont les hasards de l'environnement. Les fluctuations internes, comme vous allez le voir, ce sont des problèmes de comportement interne du système et de ses éléments qui posent en réalité un nombre de problèmes considérables. Donc la robustesse, c'est une propriété absolument capitale des systèmes vivants. Les systèmes vivants sont réputés, sont robustes, ils résistent à beaucoup de circonstances environnementales et on va en voir quelques-uns. Bien entendu, ces systèmes ont également des comportements dynamiques. Il y a des conditions initiales, il y a des états d'équilibre, il y a une multiplicité d'états d'équilibre possibles dans beaucoup de systèmes complexes, il y a des problèmes non linéaires avec des éléments dits catastrophiques au sens mathématique du terme, etc., etc. Et ces systèmes complexes sont habituellement représentés évidemment par des réseaux. Alors, voilà la figure culte, si j'ose dire, qui est une vieille manip déjà, puisqu'elle date de 2004. Ça a été un réseau qui représente 700 des protéines de la levure de bière. Alors la levure, comme vous le savez, est un objet très très étudié par les biologistes, l'un des mieux étudiés aujourd'hui. Il y a à peu près 7000 gènes dans la levure. Là, vous en avez donc... et les 7000 gènes ne sont pas tous exprimés en même temps. Là, en gros, il y en a 2-3 000 qui sont exprimés en même temps dans n'importe quel état. Et là, vous avez donc pas la totalité, mais 700. Et vous avez... les points représentent des protéines et les liens physiques qui ont été trouvés entre ces protéines par des techniques que je ne détaille pas. Voilà. Donc là, la complexité, je pense qu'on la voit. Et on voit qu'il y a quand même pas mal de questions derrière, et je vais essayer de vous les énumérer. La première de ces questions, c'est bien gentil de dire que c'est complexe, mais est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on peut évaluer le degré de complexité ? Alors évidemment, on se dit on va compter les éléments et les liens. Bon, d'accord, on peut faire ça. Mais il y a une approche beaucoup plus maligne qui a été développée par un certain nombre de collègues, dont Jean-Jacques Slotine, qui a été un certain temps dans des laboratoires du Collège de France,
Et c'est fondé sur la notion de contrôlabilité. Alors, en théorie des contrôles, la contrôlabilité, c'est finalement assez simple à définir. C'est que c'est de mesurer le nombre de nœuds d'un réseau, qu'on appelle nœud directeur, qu'il faut contrôler de façon à faire passer dans un temps fini le réseau d'un état A à un état B. Voilà. Donc vous avez un réseau dans un état, vous voulez faire passer un autre état. Question, est-ce que pour ça vous avez besoin de 10%, 20%, 30% des nœuds? Okay. Alors apparemment, si j'ai bien compris, c'était un problème mathématique extrêmement compliqué à résoudre. Et nos petits camarades, là, ont trouvé un raccourci mathématique qui permet de mesurer ça. Et les résultats sont extrêmement intéressants. Ensuite, ils ont pris dans la littérature 36 réseaux, je crois une trentaine de réseaux publiés. Ces réseaux, ils sont de toutes sortes. Vous avez des réseaux sociaux. Par exemple, pour une raison qu'on peut comprendre, mais un peu surprenante, les gens du cinéma ou du spectacle aux États-Unis constituent un réseau social très étudié, parce que je pense qu'il y a des bons catalogues, des bonnes bases de données. Donc, comment est-ce qu'ils s'assemblent, se déçoivent, etc. Ça fait un réseau. Okay. Il y a un autre réseau qui est assez évident, c'est d'autres réseaux évidents, ce sont les réseaux électriques. On sait bien que on entend tous parler aujourd'hui des smart grids dans tous les sens, mais ce qui émarge effectivement à la question des systèmes complexes, mais on sait bien que de temps en temps, les réseaux électriques qui sont extrêmement compliqués, et aux États-Unis ou en Bretagne d'ailleurs, vous avez de temps en temps 20% des maisons qui sont dans le noir absolu parce que le bazar voilà, c'est un élément catastrophique dans un réseau complexe. Et puis, vous avez des réseaux biologiques. Alors, c'est la levure, c'est la drosophile, puis je vais vous en montrer 2-3 autres. Et là, le calcul, donc de l'analyse des données disponibles, le calcul fait, amène à la chose suivante. Les systèmes biologiques sont les plus complexes de tous, d'après ces calculs. Bon, donc ce n'est pas de la donnée expérimentale, c'est du calcul sur des données expérimentales. Et le degré, la proportion des nœuds directeurs est colossale, 80% d'après le calcul. Pour vous donner un exemple, dans des réseaux sociaux comme le web ou dans les réseaux électriques, c'est de l'ordre de 10 à 20%, ou 30%, mais ce n'est pas 80%. Si ce chiffre est correct, je pense que c'est la découverte la plus importante et la plus embêtante des 50 dernières années. Or, je pense que c'est correct, et je vais maintenant vous dire ce que cela peut vouloir dire. Revenons donc au réseau, et là je vous montre je reviendrai à ça plus tard. J'ai besoin d'une autre définition là, qui est la question de la modularité. Donc, dans un réseau complexe comme celui que je vous ai montré, bien entendu, il faut essayer de définir des sous-ensembles qui soient pertinents. Donc pour la levure, vous dites, par exemple, tout ce qui touche à la réplication de l'ADN, c'est pertinent, j'en fais un sous-ensemble, voilà, ok. Vous remarquerez que cette abstraction est un acte qui dépend uniquement de l'expérimentateur, c'est lui qui en décide, c'est lui qui choisit les bornes, c'est lui qui opère, hein. Il est totalement libre en ce sens dans son fonctionnement intellectuel. Vous noterez également que c'est différent dans les sciences naturelles et dans les sciences de l'ingénieur. Tout simplement parce que dans les sciences de l'ingénieur, en gros, on connaît le montage. Donc si vous êtes confronté au problème suivant, on vous met devant 1 million de pièces qui sont les pièces détachées d'un Airbus, et vous êtes censé remonter l'Airbus. Bon. Vous avez un atout énorme si vous savez que c'est un Airbus, vous savez qu'il y a des ailes, vous savez qu'il y a des sièges et des trucs, etc. Quand vous êtes dans un système vivant, vous ne savez rien. Les sous-ensembles que vous définissez sont des opérations de votre esprit. Et c'est bien à partir d'hypothèses sur la nature des modules que vous pourrez progresser. Et bien entendu, on peut donner du sens à ces modules, le vérifier par l'expérimentation et la discussion, bien sûr, avec l'ensemble du monde scientifique. Mais enfin, ces modules sont encore une fois des opérations de l'esprit.
Et l'une de leurs caractéristiques, c'est qu'ils n'ont pas de limite certaine. Ils ne peuvent pas en avoir. Et incidemment, même quand on prend le système immunitaire, ou d'ailleurs le système nerveux, le système immunitaire, je ne veux pas parler au nom des neurobiologistes, le risque est trop grand, mais pour le système immunitaire, je prends le risque, et je prends le risque de dire qu'il est impossible d'en définir les limites. C'est encore une fois une vue de l'esprit. Incidemment, le système immunitaire, même expérimentalement, on sait qu'il intervient dans des processus de réparation dans le cerveau. Bon, est-ce que c'est de l'immunologie? Est-ce que l'inflammation, les migrations de cellules, qu'est-ce qui est immunitaire? Non, on peut définir, attribuer ce qualificatif à un certain nombre de molécules ou de cellules, mais c'est encore une fois une abstraction de l'esprit. Et donc, dans les systèmes biologiques et dans les systèmes naturels, y compris les réseaux sociaux, et ces approches de systèmes complexes sont aujourd'hui utilisées par un certain nombre de sociologues, le problème de l'annotation, le problème des données, bien entendu, et de l'annotation est capital. Alors, voilà ce que donne l'annotation. Ça, j'ai pris ça chez l'un de nos collègues, Spyros Artavanis Tsakonas, pardon. Et ça, c'est la plus belle image de la drosophile que je connaisse. Là, le système a été annoté, c'est-à-dire que toutes les données disponibles dans la littérature à l'époque où ce papier a été publié, c'est-à-dire il y a 2 ans, font qu'on arrive à distinguer certains sous-ensembles qui ont été mis en couleur, etc. Et voilà donc une image de ce qu'est la drosophile en tant que réseau, système complexe au niveau fonctionnel. Et la modularité, bien sûr, elle se pose, c'est un problème qui se pose à plusieurs niveaux d'organisation. Évidemment, dans les systèmes vivants, comme dans tous les systèmes, vous avez des niveaux d'organisation différents, ou plus exactement, vous pouvez distinguer des niveaux d'organisation différents, ce qui est encore une fois une vue de l'esprit. Et notamment, donc au niveau moléculaire, vous avez des tas aujourd'hui de modularité dans les agrégats moléculaires. Alors pour les biologistes ici, évidemment, un ribosome, on pense qu'on sait à peu près ce que c'est. Mais quand vous regardez ce qu'on appelle la RNA polymérase, qui transcrit les gènes, moi je ne suis pas très bien sûr, je ne suis pas vraiment sûr de ce que c'est. C'est un agrégat vague, assez mou, qui se remodèle selon les gènes, selon les trucs. J'avoue que je ne sais pas trop ce que ça peut être. Dans les structures intracellulaires, vésicules, etc., c'est la même chose. Cellules, ensemble de cellules, agrégats, etc. Même problème. Donc, vous avez la question, un problème de définition des modules à tous les niveaux d'organisation. Aujourd'hui, bien sûr, c'est la cellule qui constitue, pour beaucoup de biologistes, le niveau le plus pertinent et le mieux exploré. Mais évidemment, dans des questions qui touchent au système immunitaire, ce qui est le plus important, ce sont les ensembles de cellules, et là, on est assez loin de pouvoir aborder le problème. Alors évidemment, tout ça nous amène à un changement heuristique assez significatif. Le premier, c'est la modification dans le temps, en tout cas, du rapport entre l'observation et l'hypothèse. Je me souviens avoir discuté il y a quelques années, au début de ce qu'on appelait la biologie systémique, qui incidemment n'a pas produit pour l'instant de résultats faramineux, à mon sens, mais c'est le vent de l'histoire. L'idée que l'on puisse finalement mesurer des tas de choses sans avoir d'hypothèse, appelé cette remarque de sa part, comme c'était un Anglais, il a dit « This is disgusting ». Et quelque part, effectivement, c'est un petit peu choquant de ne pas avoir d'hypothèse, sauf que cette approche systématique diffère simplement le moment d'hypothèse. C'est-à-dire qu'on acquiert beaucoup de données avec une première idée en tête, et puis ensuite, par rapport aux données acquises, on revient au tableau noir, et bien sûr, on formule des hypothèses. Donc, ce n'est pas si dégoûtant que cela sur le plan intellectuel. Mais l'autre changement heuristique sur lequel j'insiste beaucoup, c'est celui de la définition des modules. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important parce qu'on est dans un domaine de présomption, d'hypothèse à géométrie variable, de navigation intellectuelle entre les parties et le tout. Donc c'est un mode de raisonnement qui est assez différent et assez particulier.
Et c'est largement l'observateur qui introduit du sens dans la complexité du système, autant et peut-être plus qu'il n'en trouve lui-même par l'observation. Donc c'est pour moi un mode assez particulier. J'en profite pour mentionner un article de Sidney Brenner que Alain avait déjà cité. Cet article qui s'appelle Sequences and Consequences est une charge extrêmement brillante contre l'idée qu'on puisse faire des déconvolutions à grande échelle, c'est-à-dire que lorsqu'on a une masse de données, il va suffire de les analyser et on va en tirer la structure du système. Et Sidney nous démontre avec beaucoup de justesse et d'humour que c'est totalement faux. Bien entendu, il faut modéliser. On ne peut pas travailler avec des bazars pareils sans modéliser. Et la modélisation, ça m'amène à montrer ce cliché un petit peu ancien, mais qui est une autre date phare, à mon avis, c'est celle de Garry Kasparov en train de se faire flanquer la pâtée par un ordinateur. Et ça date de 96-97. C'est quand même un moment, à mon avis, un jalon significatif comme le génome humain, si vous voulez, dans la mesure où c'est quand même une des premières fois que sur un domaine, le cerveau le mieux entraîné était battu par une machine. Bon. Mais c'est anecdotique. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est amener d'autres considérations qui sont agitées souvent dans le milieu des ingénieurs. Alors, les ingénieurs, c'est encore un autre milieu scientifique. Ils ont bien sûr des questions de complexité, évidemment, et ils ont quelques a priori intéressants. Et le premier, c'est que ils se demandent si... ils distinguent en gros ce qui est matériel, c'est-à-dire dans un avion, c'est les boulons et les plaques, quoi. Hein. Bon. Et ce qui est virtuel, c'est les liens. Et ils ont tendance à dire souvent que les liens, et donc le virtuel, est plus important que le matériel. On dirait que c'est une hiérarchie qui ne les engage, qui n'engage qu'eux-mêmes, bien entendu, et c'est évidemment le cas. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, il est peut-être plus facile de changer le boulon que l'emplacement du boulon. Parce que l'emplacement du boulon, en fait, il touche à deux trucs. Donc, effectivement, c'est peut-être finalement plus bon. Et donc, cette idée, d'ailleurs, de définir les objets par l'ensemble des liens plutôt que par l'ensemble des éléments est une idée philosophiquement datée également, qu'on retrouve chez Carnap et chez d'autres. En tout cas, c'est intéressant de voir que ça a un impact dans la conception de l'évolution et de l'évolution des espèces, de l'évolution des objets et de l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'objet est défini par un champ de règles, les éléments matériels peuvent évoluer sans porter atteinte au système du moment qu'ils satisfont aux règles. Donc on libère en quelque sorte une capacité d'évolution chez certains objets biologiques pour autant que l'on respecte les règles. J'en ai fait moi-même mon mea culpa parce que je fus dans le temps avec Jean-Michel Clavry l'auteur d'une théorie sur le soi et le non-soi qui était fondée sur des éléments du soi, et j'en suis arrivé à la conclusion qu'effectivement en immunologie le soi et le non-soi c'est un jeu de règles, et qu'à partir de ça le polymorphisme du complexe majeur d'histocompatibilité qui nous a été enseigné comme étant le soi ou la trace du soi, c'est exactement le contraire. Le polymorphisme de ces molécules, qui sont essentielles dans le système immunitaire, est tout simplement permise par le fait que le soi est un jeu de règles et que le polymorphisme n'a pas d'importance. Donc ça change la perception, enfin une certaine analyse des choses. J'en arrive à la question de la robustesse. Donc, question importante, notamment parce qu'elle occupe une place très importante dans les systèmes. L'un de nos ingénieurs fait l'observation qu'après tout, quand on regarde l'évolution des avions, tout ce qu'on ajoute dans un avion aujourd'hui, c'est essentiellement de la robustesse.
Le fait qu'ils volent, tout le monde s'en fout, ils volent. C'est plus le sujet, quoi. Maintenant, c'est est-ce qu'on peut avoir un peu de stabilité, avoir un peu de trucs, des sièges plus confortables, plus d'informatique ou de je sais pas quoi. Le sujet n'est plus le fait qu'ils volent. La place que la robustesse occupe donc, dans certains systèmes, dans des artefacts, est considérable. Et en fait, évidemment, vous avez un problème de définition des fonctions majeures, des fonctions primaires. Mais si vous acceptez qu'un avion, ça doit voler, qu'une voiture, ça doit rouler, vous pouvez voir que le pourcentage d'éléments qui font autre chose que ça et qui contribuent à la robustesse atteint 80, 90, 95%, j'en sais plus rien. Mais la fonction primaire est diluée, si vous voulez, dans la robustesse. Alors, vous pouvez prendre d'ailleurs des équivalents biologiques, il y en a dans le système immunitaire, mais je ne vais pas en parler parce que c'est un peu trop compliqué. Mais juste vous dire que si vous prenez une bactérie, on sait à peu près ce qu'est une bactérie minimum aujourd'hui, on arrive à faire marcher une bactérie, si j'ose dire, à faire fonctionner une bactérie avec un peu moins de 1000 gènes, peut-être 700, un truc comme ça. Ce qui est intéressant pour ceux qui veulent construire une bactérie à partir de rien du tout. Vous prenez mon vieux Escherichia coli, il a à peu près 4000 gènes, et donc la question qu'on peut se poser, c'est s'il n'y a pas 3000 gènes impliqués dans la robustesse d'Escherichia coli. Alors robustesse, capacité d'adaptation, réponse à l'extérieur, etc., il y a des problèmes de définition sérieux, mais il est vrai que dans Escherichia coli, il y a probablement que plusieurs centaines, disons un millier de gènes totalement essentiels et que le reste pourrait être vu comme de la robustesse. Ce qui amène ces auteurs, Doyle et Tchété, qui ont produit plusieurs papiers que je trouve extrêmement intéressants, à cette proposition qui, je crois, est intéressante. C'est que pour eux, le moteur principal de l'évolution, ça n'est pas la fonctionnalité, c'est la robustesse. Et je pense qu'il y a du grain à moudre intellectuellement dans cette proposition, avec l'idée que finalement les innovations de rupture dans l'évolution des espèces sont assez rares et que le système est plutôt mu par l'amélioration de la robustesse que par les fonctionnalités minimales. J'en arrive maintenant justement au côté plus physiologique des choses. Une chose qu'on oublie un petit peu, enfin qu'on a peut-être un peu tendance à oublier, c'est que les cellules, les organismes font plein d'erreurs, mais tout le temps. Ça n'arrête pas. La réplication de l'ADN, on le sait très bien, fait des erreurs. Bon, le niveau d'erreur, c'est 10-9 qu'on obtient par 3 mécanismes à 10-3, en gros. Hein. Donc, mais ça n'arrête pas de faire des erreurs. Au niveau primaire, une erreur sur 1000, c'est beaucoup. La transcription fait plein d'erreurs. La synthèse des protéines, on évalue le taux d'erreur à 10-4. Un acide aminé sur 10 000 est mal foutu, il est mal mis. Bon. Donc vous prenez une grosse protéine comme la thyroglobuline, le calcul suggère qu'il n'y en a probablement pas beaucoup de protéines qui correspondent réellement au code. Et donc, les systèmes biologiques luttent contre les erreurs à tous les niveaux. Et on sait très bien ce que ça veut dire en termes de pathologie. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on quitte là, et ça a été une transition majeure en immunologie, on quitte le domaine de la précision biologique conçue comme Clé-Serrure, hein, le modèle enzymatique de base, pour des systèmes dans lesquels la spécificité est construite par l'accumulation de mécanismes finalement peu spécifiques, et dont le produit évidemment devient très spécifique. Et donc on arrive à ces questions d'agrégats moléculaires mous, de migration de cellules plus ou moins aléatoires, et de systèmes qui forcément impliquent beaucoup de contrôle de qualité. Je reviens là-dessus dans un instant. Juste pour vous dire qu'il y a encore un autre mécanisme qui n'est pas très bien, qui est peu connu, qui est qu'en immunologie, il y a un système que j'appelle de révision ontogénique.
C'est-à-dire que dans le thymus, vous avez l'expression aléatoire de petits îlots qui réactivent des gènes de cellules différenciées, de telle sorte que le thymus finisse par représenter ou avoir une représentation de ce qui se passe dans beaucoup de tissus qui ne sont pas des tissus du thymus. Et c'est l'un des mécanismes par lesquels la définition, la construction du système immunitaire se produit avec une spécificité. Donc c'est un mécanisme quelque part de robustesse. Et donc, ça amène, si vous voulez, à penser que premièrement, il y a énormément de contrôle de qualité. Et je reconnais qu'il y a un problème de définition absolument fondamental dans ce qui est la fonction primaire et les contrôles de qualité qui assurent la fonction primaire. Mais à ce moment-là, ça amène une autre notion que je trouve intéressante, même si aujourd'hui elle est difficile, à savoir qu'on peut voir des pathologies comme étant non seulement des faillites du système primaire, mais des faillites des systèmes de contrôle de qualité. Et là, ça amène un autre aperçu sur la définition des pathologies qui pourrait jouer un rôle dans les maladies génératives, auto-immunes et bien sûr les cancers. Je n'ai pas résisté ici à faire un peu de publicité sur une hypothèse d'évolution, mais je n'ai pas le temps de faire. Et j'en arrive maintenant à 2 ou 3 considérations avant de finir. La première, c'est que la physiologie devient de plus en plus humaine. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de plus en plus de recherches directes sur l'homme, que la souris perd de son importance et que cela est simplement lié, là encore, à l'évolution des techniques qui font que les techniques analytiques peu ou pas invasives permettent de faire maintenant de la science profonde sur l'homme. Il y a évidemment des limites. On peut couper une souris en tranches, c'est pas un bonhomme, donc il y a évidemment des limites. Mais je pense que c'est une tendance lourde dans les milieux de la recherche que l'on peut aujourd'hui constater. Ce qui évidemment pose ensuite les problèmes d'expérimentation chez l'homme, avec tout ce que l'on peut dire sur les difficultés qu'il y a à travailler, faire de l'expérimentation chez l'homme, bien sûr. Y compris les problèmes de coût sur lesquels on pourra discuter, mais que je vais réévoquer dans un instant. L'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a vraiment un problème maintenant de sociologie en sciences. Dans tous les systèmes complexes, on est vraiment forcé de partager les données, mais pas de les partager simplement en publiant. C'est plus le sujet. Le problème est de les partager de façon qu'elles soient utilisables par tous. Ce qui veut dire qu'il y a un accord social sur les formats, plus des accords sur la distribution des données. Vous pourriez croire qu'une séquence d'ADN, c'est une séquence d'ADN point barre. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'il y a un taux d'erreur. Et il faut être d'accord sur les taux d'erreur. Sinon, on ne peut pas construire des bases de données cohérentes, ou du moins, il faut incorporer, etc. Donc, en ce qui concerne, par exemple, le transcriptome, ces fameuses puces dans lesquelles on a tous les gènes de l'homme ou de la souris, ce que vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, 80% des données publiées sont inutilisables parce que les systèmes n'ont pas été normés correctement de façon à ce que l'on puisse partager les données. Donc, je pense que ça requiert effectivement une organisation sociale, et donc je dis ça en disant que la physiologie devient une science sociale entendue sous cet angle. Et la recherche en commun que l'on observe en biologie, mais que l'on observe évidemment dans les sciences, en climatologie, les climatologies sont bien forcées de partager leurs données, que l'on observe au CERN, que l'on observe ailleurs, ça veut dire qu'il faut bien des procédures standardisées, etc., et un certain nombre de conditions techniques et pratiques de mise en œuvre. Mais c'est en train de se produire, et donc cet aspect systématique plutôt que systémique que j'ai mentionné est en train d'occuper une place croissante dans les systèmes de recherche, sans que peut-être tout le monde ait bien conscience de ce que cela implique. Et ce que ça implique évidemment également au niveau du partage des connaissances, avec des problèmes qui sont alors là les vrais problèmes sociologiques de partage des connaissances qui ont été mis en commun et qui sont plus aigus maintenant qu'ils n'étaient auparavant.
On le voit dans les domaines des brevets, des accords de licence, etc. Et on le voit dans le fait que, quoi qu'on en dise, par exemple, les données acquises sur les grandes cohortes de patients ne sont pas réellement en diffusion libre. Donc vous pouvez voir que c'est publié dans Nature avec les données sont à disposition, vous demandez les données, on ne vous les avait jamais. Donc il y a de gros problèmes derrière toute cette organisation. Alors, il y a beaucoup de problèmes de justice et d'équité qui se posent à propos de cela, mais je pense que je vais plutôt ouvrir la discussion bientôt, avec quand même cette petite provocation, c'est qu'aujourd'hui, la mise au point des médicaments est devenue un vrai problème. Et je tiens à le dire, puisqu'on parle de physiologie et donc de pathologie derrière, je tiens à le dire, et pour souligner le paradoxe ambiant. Le paradoxe ambiant, c'est que jamais, bien sûr, on aurait pu dire ça il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais jamais la biologie n'a produit autant de données avec une telle puissance expérimentale. Or, le résultat, c'est qu'il y a un coût colossal de l'innovation médicale qui fait que maintenant, il faut de 1 à 3 milliards d'euros pour développer une molécule. C'était 4 fois moins il y a 25 ans. Qu'il y a ça des conséquences énormes sur le développement de produits pour les pays pauvres, bien entendu, qui ne peuvent pas se les payer. Mais je voudrais vous mentionner que même pour notre brave sécurité sociale, les nouveaux anticancéreux à 100 000 euros par an par tête de pipe, ça commence à poser problème. Donc tout ce qui irait dans le sens d'un contrôle des coûts de l'innovation est intéressant à voir. Et la raison pour laquelle on est dans une loi inverse de l'informatique, à savoir que le nombre de nouvelles molécules diminue d'un facteur 2 tous les 7 ans au lieu d'augmenter d'un facteur 2 tous les 7 mois dans le domaine de l'informatique, est une vraie question qui mériterait certainement d'être débattue. Je conclurai sur la chose suivante. Moi, je suis vraiment très interrogatif sur ce qu'il faudrait qu'on enseigne à nos étudiants aujourd'hui. Encore une fois, je pense qu'il y a un vrai sujet. La question de la complexité, par exemple, je réitère, ça n'est pas que la biologie systémique ait produit des choses fantastiques jusqu'à présent. Le problème n'est pas là, c'est qu'il y a tellement de données que de toute façon, on y va. Et que la gestion de la complexité, c'est pas forcément faire la biologie systémique au sens où des modèles mathématiques vont permettre de tout comprendre. C'est pas forcément ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut et comment enseigner qu'est-ce qu'il faut enseigner aux étudiants? C'est tout à fait, pour moi, tout à fait essentiel. Et je reviens pour conclure sur cette observation que j'ai faite. Rendez-vous compte que si ce chiffre de 80% de contrôlabilité des systèmes complexes, si ce chiffre est correct, et je dois vous dire qu'il y a quelques indications expérimentales qui, à mon sens, vont dans cette direction. Encore une fois, notre collègue Spiros Artavis-Takonas a fait quelques manips, comme on dit, pour étudier son gène favori, qui est Notch, en combinant les mutants de Notch avec d'autres mutations, etc. Et ce qu'il a trouvé, c'est que tout interagit avec tout à peu près 80%. Et donc, si ce chiffre, en gros, s'avère être exact, cela veut dire que le degré d'intégration des systèmes biologiques est tel que tout ce que je vous ai dit à propos de la modularité, etc., devient réellement sérieux. Et que arriver à déchiffrer même au niveau moléculaire ce qui se passe dans les cellules, par exemple, qui est encore une fois le niveau le mieux connu aujourd'hui, peut être problématique. En immunologie, notre collègue Malicène a développé des technologies extrêmement intéressantes sur la manière d'extraire des agrégats moléculaires en cours de vie des cellules.
Ces agrégats me paraissent d'une complexité épouvantable. Et si tout est dans tout, on va voir quand même un mal fou arriver à débrouiller ces écheveaux, pour autant qu'ils soient même théoriquement débrouillables. Je vous remercie.